À mon arrivée au 609e, je suis accueilli par Joe Atkinson, commandant l'escadrille B. Il dit « La première chose à faire, c'est prendre le Hurricane et survoler le secteur. Et si tout va bien, on te lâchera sur Typhoon. » Me voilà face au Hurry, le seul du 609. Il est là pour tester les nouveaux pilotes. C'est toujours un moment de tension que de décoller sur un avion inconnu. Mais ce vieil Hurry est plus facile que le Spit. Une fois le train rentré et le moteur en régime de croisière, je me promène en notant mentalement les points de repère. Après 1 heure de vol, je me pose en douceur. Rudy Beaumont, le patron du groupe 609, me dit « Ok moulin à vent, jusqu'ici ça va. Au 609, on ne veut que les meilleurs, et le Typhoon peut poser des problèmes à certains, alors bonne chance. » Me voici donc en face du PRK. La brute me fait un peu peur, mais elle m'attire aussi, et j'espère bien la dompter. Beaumont, prêté par la RAF aux usines Hawker, a été le pilote d'essai du Typhoon. Il a toujours cru au Typhoon, malgré les maladies de jeunesse de cet avion, d'où son commandement au 609e pour en démontrer la valeur. De loin l'avion le plus rapide du moment, son poids le cantonne à un plafond jusqu'à 10 000 pieds. Au-delà, le Spitfire est bien meilleur. Ajoutons qu'il a une fâcheuse tendance à perdre aileron et rivet lors de manœuvres à haute vitesse. Son moteur souffre d'une maladie mystérieuse qui réduit drastiquement sa longévité. Et de nombreux pilotes ont demandé leur mutation pour retourner sur Spit. Je sais que le Typhoon embarque à droite, alors j'appuie à fond sur la pédale de gauche. L'avion se rue sur l'herbe, comme impatient de se libérer de sa contrainte terrestre. Déjà, il grimpe et son nez pointe vers le ciel. Il y a déjà une sorte de communion entre le Typhoon et moi. Nous formons un seul ensemble, outils et artisans liés, voués au même sort. Je reviens sur Terre avec une pointe de regret. Biotti à contrôle, je rejoins le circuit, demande autorisation d'atterrir. Flaps down, vitesse 140 miles, train descendu, siège relevé, verrière ouverte. J'essaye de poser ce bolide le mieux possible, certain que des douzaines d'yeux me suivent depuis le dispersal. Un peu de moteur pour faire le dernier arrondi, je tire souplement sur le manche. L'avion roule en douceur, puis ralentit. Avec cet avion magnifique, ça sera à la vie et à la mort, pour le meilleur et pour le pire. Je ne le sais pas encore, mais ce sera à la fois pour l'un et pour l'autre. Faire partie d'un groupe de chasse d'élite, c'est être invité à vivre des heures exaltantes. Certains flirtent ouvertement avec la mort pour prouver leur courage. Ma règle est plus rigoureuse. Apprendre quotidiennement mon métier, analyser les meilleures chances de survie et ne prendre des risques que lorsque c'est la seule solution. J'ai compris très vite qu'il y a beaucoup de pilotes brillants, mais fort peu de vieux pilotes. Mon
Mon baptême du feu survient par hasard alors que je n'ai que 3 heures de vol sur Typhoon. En début de soirée, le secteur ordonne à tous les avions disponibles de décoller en catastrophe. Une petite bataille navale se déroule entre torpilleurs anglais et vedettes rapides allemandes. Pete Rowe, le plus ancien des Flying Officers, n'a que 6 ou 7 pilotes disponibles. Je suis en réserve, c'est-à-dire que je suis autorisé à décoller si l'un de mes camarades ne le peut pas. Au moment où les premiers décollent, le chef de la section bleue reste au sol, pneu crevé. C'est ma chance. Sans hésiter, j'enfonce la manette des gaz et décolle derrière les 5 Typhoon déjà airborne. Je force un peu l'allure pour les rattraper. Je me glisse à l'extrême gauche de la formation en essayant de ne pas me faire remarquer, de peur que le leader me renvoie au sol. J'ai fort à faire pour garder ma position dans la formation, et je suis tellement préoccupé par le pilotage que je ne vois pas immédiatement que la formation vire à droite le long des côtes françaises. Le temps de réagir, je me retrouve très proche de la côte. J'assiste alors à un spectacle grandiose. Autour de moi surgissent de gros flocons noirs. Je ne comprends pas tout de suite de quoi il s'agit. Avec ingénuité, je lance à la radio. « Red Leader, obstruction ahead !» En fait d'obstacle, ce sont des tirs de 88 mm. Personne n'accuse réception de mon message, évidemment. Rouge de honte, je finis par rejoindre le groupe. Et c'est un autre feu d'artifice que nous voyons sous nos ailes. Pas le temps de planifier une attaque coordonnée. En 1 seconde, les Typhoon piquent. Je suis le mouvement. Je lâche une salve, rate ma cible lamentablement et me mets à l'écart pour rassembler mes idées dans le tohu-bohu de la radio. Peter Rowe calme ses ouailles. Shut up, guys, and concentrate on the burning ones. La discipline reprend ses droits. J'ai à peine le temps de lâcher une seconde rafale que Peter donne l'ordre à ma section de rentrer. Avec ses ailiers, il finira le travail. Je rejoins Payne et Blanco et tous trois nous rentrons à la base où nous arriverons à la nuit tombée. Les autres atterriront peu après. Personne n'a été touché, 2 e-boats ont été coulés et 2 autres sont en feu. Peter Rowe, devant le commandant Beaumont, me dira « Ok Charlie, maintenant tu sais de quoi il en est. Bon travail. » Je viens surtout de prendre une bonne leçon et il me reste beaucoup à apprendre.